Les gens ont attaqué un hôpital. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Nos forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour, au fond, sauver le service de réanimation. C'est l'info de la soirée en marge des manifestations du 1er mai. Une attaque particulièrement violente a eu lieu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Des casseurs ont réussi à entrer dans l'établissement. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, nous sommes en direct avec Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Bonsoir Martin Hirsch, merci d'être avec nous ce soir sur BFM TV. Bonsoir. Pour ces événements d'une gravité assez rare dans un hôpital. Alors, on sait que dans cet hôpital a été pris en charge dans l'après-midi un membre des forces de l'ordre qui participait aux opérations évidemment de ce 1er mai à Paris. Est-ce que vous pensez que l'intrusion pourrait être liée à cette hospitalisation ? Et on attaque un hôpital, donc je suis vraiment effondrée de cette nouvelle. Laurent Saint-Martin, votre regard sur ce qui s'est passé à la Pitié-Salpêtrière aujourd'hui? Très honnêtement, entrer dans un hôpital, saccager un système de réanimation d'un hôpital, c'est absolument ignoble. C'est invraisemblable. Si on commence à s'attaquer à l'hôpital, mais jusqu'où allons-nous aller? Je pense que tout est... Il n'y a plus rien de sens, on marche sur la tête en fait. L'hôpital attaqué, ça vous inspire quoi, Raquel Garrido? Ah mais je suis ulcérée, je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans quel esprit malade peut germer une idée pareille. Plusieurs questions qui se posent. Pourquoi elles sont entrées dans cet hôpital? Est-ce qu'elles voulaient s'en prendre à un établissement public ou est-ce que c'est parce qu'un CRS qui a été blessé à la tête lors de la manifestation avait été pris en charge à ce moment-là? S'ils étaient tenus pour dégrader, ils auraient dégradé immédiatement dès l'entrée de l'hôpital. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été spécifiquement dans un service de réanimation. Pour y faire quoi? Et là, on ne sait pas. C'est toute la question. Effectivement, on est extrêmement surpris par cette intrusion et honnêtement, on imagine un peu le pire Tout à fait. Lorsqu'on entend ce récit. Et effectivement, on peut s'étonner sur cet ensauvagement de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des hordes de délinquants peuvent débouler dans un hôpital et essayer d'y entrer de force alors qu'il y a des malades, du personnel qui y travaille. C'est un état de violence, de rupture au sein de notre société qui est grave et qui montre bien qu'il y a un vrai manque dans le maintien de l'ordre. Continuons de briser les tabous. J'espère pour eux qu'ils étaient alcoolisés. Parce que contrairement à ce qu'on raconte ou on fait semblant d'oublier, il y a aussi beaucoup d'alcool pour certains. C'est souvent dit, hein, certains le disent. C'est une évidence. J'espère pour eux qu'ils avaient forcé sur la bière. Salut à tous, c'est le grand retour de Chuck Norris pour le 1er mai, et il n'est pas très content du travail des journalistes. C'est presque inévitable, hein. Maintenant la couverture médiatique de chaque manifestation semble être devenue un concours de conneries intergalactiques dont la palme d'or revient systématiquement aux médias audiovisuels français. Le biscuit du jour, ou plutôt de la soirée, a été cette intrusion sur le campus de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en marge de la manifestation, qui est passée totalement inaperçue jusqu'à ce qu'elle devienne l'attaque de l'hôpital. Après une déclaration de Castaner en micro des médias aux environs de 20h, et confirmée par un tweet publié à 21h04 ce 1er mai. Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital, on a agressé son personnel et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. 3 affirmations qui vont toutes s'avérer être entièrement fausses, mais qui vont déclencher un emballement médiatique, alimenté par l'appétit d'audience, qui prime sur la déontologie d'un bon nombre de présentateurs d'émissions, par leur envie répressible aussi de cracher sur les manifestants, et par leur empressement servile à relayer la parole d'évangile du gouvernement sans poser de questions. Je vais devoir ressortir ma citation de Coluche. Les journalistes ne croient pas les mensonges des politiciens, mais ils les relaient, et c'est pire. On se souvient qu'il y a 3 ans, lors des manifestations contre la loi El Khomri, les journalistes s'étaient déjà émus d'une histoire similaire. L'hôpital Necker pour enfants malades avait été la cible de casseurs. Martin Hirsch, déjà directeur de la PHP à l'époque, avait parlé d'un établissement dévasté. Ce qui s'est passé ici est intolérable et doit sonner comme un signal d'alarme pour notre société. Bernard Cazeneuve avait fustigé les hordes de manifestants violents qui s'en sont pris aux vitres de l'hôpital
annonçant que l'enfant des policiers tués à Magnanville y était hospitalisé. Se torchant le cul au passage avec le secret médical, hein. Mais bon, que voulez-vous? Il faut bien faire pleurer dans les chaumières pour diaboliser les manifestants. En réalité, la horde de casseurs se résumait à un mec avec un marteau qui a cassé les vitres une par une dans le plus grand des calmes, sous l'œil de la police qui se tenait à quelques dizaines de mètres de lui et qui l'a laissé faire. Mais tous les médias ont diffusé en boucle les images des vitres brisées, couvertes de scotch, insistant sur le traumatisme des enfants déjà souffrants et imputant la responsabilité de l'acte à l'existence même de la manifestation, selon la logique qui sera nommée plus tard, tous complices du pire. Plus récemment, lors d'une manifestation de Gilets jaunes, un autre emballement médiatique a eu lieu suite à un incendie à proximité des bureaux du journal Le Parisien où se déroulait une manifestation. Cette image, malheureusement, Jannick Halimi, regardez, qui vient de nous parvenir, c'est celle de l'entrée du journal Le Parisien, qui est en feu. Et oui, on en parlait tout à l'heure des Gilets jaunes qui s'attaquent également aux médias. Évidemment, on vous sent extrêmement choqué. Ce qui me permet de dire un mot, c'est qu'effectivement, ce genre d'action, bien évidemment, tout le monde sera d'accord, y compris Monsieur Songelas. Image de Catherine Gasquet, qui est une journaliste du Parisien, qui vient de nous parvenir. Des images, vous dites, de Catherine Gasquet, oui, qui est journaliste au service économie, donc c'est évidemment antidémocratique, insupportable. Et je pense que c'est une des raisons supplémentaires qui, de mon point de vue, fait que tout ce qui peut permettre à cette parole, surtout lorsqu'elle est violente, et, de re-rentrer dans les clous de la démocratie. Et de mon point de vue, ce n'est pas une dissolution à vif qui réglera le problème, mais au contraire, la prise en compte par le politique, quel qu'il soit, que ce soit le gouvernement, les partis de la majorité et les partis de l'opposition, de certaines revendications des Gilets jaunes par les canaux traditionnels et représentatifs de la démocratie qui est la nôtre encore aujourd'hui. C'est le seul moyen d'éviter ces dérives et ces catastrophes. Mais vous dites maintenant, le seul moyen pour que la France ne prenne pas feu, aussi bien physiquement que dans ses valeurs démocratiques, républicaines, laïques et universelles. Sans se donner la peine de vérifier l'information, une bonne partie du personnel politique et médiatique y est allée de sa petite réaction pleurnicharde, condamnant l'attaque contre la démocratie d'un groupe de fachos rouge-jaune-brun. Et le soir même, on apprenait que l'origine de l'incendie était accidentelle et sans aucun rapport avec la manifestation ou la présence des bureaux du Parisien à proximité. Dommage. Après le florilège de stupidité frôlant le complotisme qu'a suivi l'annonce de Castaner, soutenue par Agnès Buzyn et Martin Hirsch, qui savent pas trop de quoi ils parlent, mais bon, faut faire semblant, les médias ont bien été obligés de se poser des questions le lendemain quand des vidéos de l'événement ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Alors en début de matinée, l'idée d'une attaque volontaire et préméditée a persisté, puis elle est devenue de plus en plus dure à vendre. Mais pour ne pas trop discréditer Castaner, et parce que certains journalistes semblent vouloir refuser de croire que ce n'était pas vrai, ils vont se mettre à parler d'une intrusion violente et vont continuer à dramatiser à outrance l'événement. Mais vous allez voir qu'au fil de la matinée, le ton va se faire de plus en plus nuancé. Ce sont des graines d'assassins. Ce sont des gens qui, encore une fois, ne méritent pas, en tout cas, la mansuétude de la part des forces de l'ordre. Et c'est un épisode qui, si les forces de l'ordre n'étaient pas intervenues, aurait pu se conclure beaucoup plus dramatiquement. Le service est au premier étage de l'hôpital ? Le service est au premier étage, oui, de ce bâtiment. Donc il fallait aussi qu'ils décident de monter au premier étage pour aller à l'entrée du service de réanimation. Ce que je veux dire, c'est que c'est un trajet qui n'est pas neutre. Ils ne sont donc pas venus pour se cacher ou se protéger, ils sont venus pour attaquer votre hôpital. C'est comme ça que vous percevez ce qui s'est passé? Écoutez, moi je ne peux pas dire quelles étaient les intentions de ces personnes. Encore une fois, mon obsession... Il y a une différence entre une intrusion qu'on ne devrait de toute façon jamais faire dans un hôpital et ce qui finit par ressembler à une attaque. En l'occurrence, on a des gens qui sont montés au premier étage et qui ont tenté de forcer le service de réanimation. Comme les mots ont un sens et qu'en ce moment tout est sensible, c'est pour ça que j'insiste en vous posant cette question. Donc encore une fois, ce que j'ai constaté, c'est une intrusion de façon violente, non maîtrisée de notre part, et effectivement une tentative de plusieurs dizaines de personnes de forcer la porte d'un service de réanimation. Vous avez eu peur? Je vous pose la question simplement. Il n'y a pas d'agression, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est une agression d'entrer dans un hôpital lorsqu'on n'y est pas... Le tweet, c'est on a agressé le personnel hospitalier. D'accord. C'est là les mots, vous savez, c'est de l'interprétation. Est-ce que c'est agressé de vouloir rentrer dans un endroit où on n'a pas le droit d'entrer? Vous voyez, le problème, c'est qu'il ne se passe rien. Les gens cherchent à se réfugier, ils montent sur une nacelle, ils sont 20. On ne voit pas vraiment une charge. Ensuite, quand une charge n'est jamais anodine, enfin bon, donc là, il ne faut pas non, je vous assure qu'il n'y a pas... refaire l'histoire. Mais enfin, regardez les vidéos.
Une enquête est en cours et donc elle le dira. Je ne suis pas là pour qualifier les circonstances de cette tentative d'intrusion, mais il y a eu une tentative d'intrusion, une volonté de rentrer dans un lieu de soins. À défaut d'une attaque réelle contre le service de réanimation, Agnès Buzyn, puis les journalistes qui vont lui emboîter le pas, vont instrumentaliser l'ouverture forcée des grilles par les manifestants pour justifier l'utilisation du terme « intrusion violente ». On peut aussi observer quand même que les grilles de cet hôpital étaient fermées, elles étaient cadenassées, il y avait un vigile derrière chaque entrée qui était fermé pour laisser passer la manifestation. Et il y a eu une volonté claire de forcer les grilles puisque les chaînes ont été cassées, les grilles ont été ouvertes de force. L'image forte qui restera donc des manifestations du 1er mai hier, c'est cette tentative d'intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Depuis, l'événement soulève beaucoup d'indignation et aussi beaucoup de questions. Que s'est-il vraiment passé ? Qui sont les manifestants qui ont forcé une des entrées du bâtiment ? Voulaient-ils l'attaquer ou bien cherchaient-ils à se mettre à l'abri ? Ces personnes ont-elles attaqué l'hôpital ou essayaient-elles de fuir une charge des CRS ? Les versions divergent. Donc, on passe d'une attaque ciblée à une intrusion violente, puis une intrusion simple, et finalement c'était des manifestants fuyant la police. On voit comment cette fake news se dégonfle progressivement, mais ça ne va pas se faire sans résistance de la part de certains journalistes attachés à la vérité gouvernementale. Tiens, ça pourrait être un joli titre professionnel ça, faudrait l'ajouter à la carte de presse de certains. On va justement s'attarder sur un cas gratiné, une interview qui est un modèle du genre dans l'aveuglement idéologique. Regardez bien les réactions sur le plateau. Avec nous, Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et délégué CGT. Bonjour, monsieur Prudhomme. Bonjour. Quelles que soient les raisons, vouloir s'introduire dans un hôpital n'est pas excusable, a dit ce matin Édouard Philippe. Vous partagez son sentiment ? Ah non, absolument pas. S'introduire dans un hôpital, vous savez, c'est un lieu sécurisé. Un hôpital, comme quand on se sauve, on peut s'introduire dans une église. Là, on voit bien sur les vidéos, et j'ai eu des collègues ce matin, il y a eu un mouvement de panique. Une porte, effectivement, un cadenas a été brisé, et les gens sont rentrés dans l'hôpital pour échapper, effectivement, au gaz lacrymogène, aux affrontements qui avaient lieu avec la police. J'étais moi-même dans la manifestation un peu plus haut, je l'ai quitté parce que j'accompagnais un membre de ma famille assez âgé et je voulais pas rester sur place. Écoutez, voilà, il faut raison garder. Il y a eu intrusion, sauf qu'ils n'ont pas pu pousser les portes du service de réanimation puisqu'ils étaient en train de les bloquer de l'autre côté. Oui, mais ça a duré, ce qu'ont dit les collègues, c'est que ça a duré 2-3 minutes avant, effectivement, que les forces de police arrivent. Ce que l'on voit dans la cour de l'hôpital, ce sont des gens perdus avec des policiers qui courent dans tous les sens. C'était un phénomène de foule. Oui, mais vous comprenez, il y a une différence entre ce que l'on voit, ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital et le fait qu'il y ait des gens qui se soient retrouvés jusqu'au port du service réanimation, c'est ça qui choque. Madame, ce qui me choque moi aujourd'hui, alors que les services d'urgence sont en grève, quand on a des intrusions dans les services d'urgence ou quand on a des gens qui sont en insécurité, là, quand on demande du personnel supplémentaire pour assurer la sécurité dans les services d'urgence, on ne l'a pas. Vous voyez ? Donc il arrive un moment donné, je comprends effectivement que ça puisse créer une certaine émotion, mais il n'y a pas eu mort d'homme, et je le répète, à la Riboisière, par manque de personnel, pour assurer la sécurité des patients, il y a une dame qui est morte sur un brancard. La ministre ne s'est pas déplacée à ce moment-là. Oui, voilà. Mais par ailleurs, par rapport à ces intrusions, parce que c'est pas tout à fait le même sujet, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui sanctuariser encore plus les hôpitaux ? Ok, donc un groupe de personnes paniquées s'est présenté devant la porte d'un service, puis est reparti au bout de 3 minutes, et elle se demande s'il faut sanctuariser les hôpitaux avec des trémolos dans la voix. Et quand on lui dit qu'une personne est morte sur un brancard par manque de moyens, là elle en a rien à foutre, c'est pas le sujet. Cette personne est tout à fait sympathique. Mais sanctuariser les hôpitaux, écoutez, moi j'étais dans la manifestation hier, ce qui a été sanctuarisé hier, c'est la brasserie La Rotonde. Ok ? Donc ensuite, on a un hôpital qui est dans une zone où il y a des affrontements. Hop, un petit geste d'abandon, là elle a compris, c'est cuit, elle obtiendra rien de lui. Mais elle va quand même pouvoir essayer de rebondir sur sa phrase suivante pour essayer de lui faire dire ce qu'elle a envie d'entendre. Peut-être qu'il aurait été bien qu'il y ait un cordon de police pour sécuriser l'hôpital, pour éviter une intrusion. Vous voulez dire que désormais, il faut sanctuariser les hôpitaux qui se retrouvent sur le trajet des manifestations. La question, c'est nouveau. c'est que sur... non,
c'est pas nouveau, ça existait déjà en 68. Vous savez, là, des vieux médecins m'ont raconté que ce type de phénomène a déjà existé en 68, avec des blessés qui arrivaient dans les urgences parce qu'ils voulaient échapper aux forces de police. Oui, c'était il y a 50 ans. Mais c'était il y a 50 ans. Récemment, on n'a pas vu ça. Mais on n'a pas vu ça parce qu'on est dans une situation sociale très particulière. Récemment, on n'a pas vu non plus un aussi grand nombre de blessés qui perdent leurs yeux. Voilà, on est dans une situation très violente. Bon là, c'est terminé, ça l'a gonflé. Elle en a marre. Elle va dire en cabine de couper l'interview. Donc l'hôpital est ouvert sur la ville et il faut pas s'étonner qu'alors qu'il y ait des violences dans la rue, y compris on peut discuter qui est responsable entre les black blocs, est-ce que la police joue pleinement son rôle, etc. L'hôpital est ouvert sur la ville. L'hôpital est ouvert sur la ville. Je retiens ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, merci Christophe Prudhomme d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste et aussi délégué CGT. Oui, l'hôpital est ouvert sur la ville, c'est bien, ferme ta gueule, et on rappelle que vous êtes un syndicaliste de la CGT. Comme si c'était forcément lui qui avait un point de vue biaisé, et pas elle. Manque de peau, c'est le syndicaliste qui avait raison. Connasse ! Notons à la décharge des médias que le premier témoignage d'un médecin tôt dans la matinée confirme l'intrusion et les actes de vandalisme. Quelles étaient les intentions de ces manifestants selon vous ? J'en ai absolument aucune idée. Ça, c'est l'enquête qui le dira. Ce que je peux vous dire, c'est que dans d'autres services de l'hôpital, il y a eu des exactions. Dans le même bâtiment, on a eu à déplorer 2 heures plus tard la perte de l'ensemble du matériel vandalisé de services informatiques du service de chirurgie digestive. Il y a donc des dégradations à l'intérieur de votre service ? Absolument. On a croisé certains membres du personnel choqués ce matin d'une attaque à l'encontre d'un hôpital. Mais je crois que tout le monde est choqué. On n'a jamais pénétré dans un hôpital pour l'attaquer. Alors encore une fois, je ne connais pas les intentions de ces personnes-là, mais l'hôpital est une zone de sanctuaire. Un sanctuaire, oui, si on peut dire, une zone de repos dans laquelle on se construit. C'est pas une zone qu'on investit, a fortiori pour casser ou pour vandaliser. Check News a fait le boulot en vérifiant les propos de ce médecin. Il s'est avéré qu'il n'a été témoin de rien du tout et n'a pas constaté les destructions dont il parle. La perte de l'intégralité du matériel informatique se résume en réalité au vol d'un vidéoprojecteur sans qu'on puisse faire de lien avec les manifestants, puisqu'aucune intrusion de manifestants n'a été constatée lors du 1er mai. Des dégradations ont bien été constatées à l'hôpital, ce qui a pu créer la confusion, mais elles ont eu lieu dans un autre bâtiment et dans la nuit de mardi à mercredi. Elles seraient l'œuvre d'un SDF alcoolisé. C'est plus tard dans la matinée que les interviews du personnel soignant ayant subi l'attaque ont fortement contribué à calmer les journalistes. Même si là aussi ils vont essayer de leur faire dire qu'ils ont été choqués, traumatisés, agressés par les manifestants. Vous voyez bien que les gens qui sont rentrés, ils n'avaient pas les masques, ils n'avaient pas tout ce qu'il y avait comme les black box. Je suis désolé, c'est vrai, il y avait des gens, ils avaient des gilets jaunes, et on voyait bien, ils étaient en détresse. Voilà. D'ailleurs, comme vous avez vu ce matin, vous avez rencontré du personnel qui vous a expliqué qu'ils ont donné du sodium, des machins, justement parce qu'ils se font gazer. Le portail s'est ouvert, les gens sont rentrés, c'était au départ une dizaine, quinzaine, pas plus de personnes. Ils étaient là, on m'a expliqué, assis, ainsi de suite. Donc les infirmières sont descendues avec du sérum fille pour leur mettre dans les yeux, ainsi de suite. Donc il n'y avait pas d'agression ou d'harcèlement ou quelque chose, vouloir casser. Puis ces gens-là, à mon avis, ils ne savaient même pas que c'était l'hôpital, vous voyez. C'est pas marqué entrée de l'hôpital. L'hôpital s'en bas, là vous avez le Crous, là vous avez la faculté. Bon, c'est vrai que le portail, donc voilà le portail. Donc ces gens-là, après donc la sécurité, ils auraient peut-être dû dire à ces gens-là de sortir tout de suite ou de fermer le portail tout de suite. Elle est restée à peu près, on m'a dit, un quart d'heure, 20 minutes ouverte. Donc ça a vérifié dans les vidéos. Ça a été très court. On ne s'est pas senti en danger plus que ça. C'était plus vraiment sécuriser une réa où c'est une petite structure. Si vous rentrez à 50 personnes dans une structure telle que la réa, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et effectivement, on ne sait pas dans quelles conditions ces gens venaient. On ne s'est pas senti plus agressé que ça. Ça a été géré. Nous, c'était vraiment sécuriser nos collègues, le matériel, les patients en priorité et les familles. Parce qu'à cette heure-ci, il y a des visites. Vous avez remarqué, madame ? Non, je n'ai pas les remarqué. Je suis étonnée que c'est une manifestation. Voilà, on a agi, on a fait au mieux. Et mais on ne s'est pas senti en danger plus que ça. Le coup de grâce a été porté en début d'après-midi quand la vidéo de l'attaque de l'hôpital, qui a été entièrement filmée par le personnel soignant, a commencé à circuler massivement sur Facebook.
On voit clairement que la charge policière déclenche la panique et pousse les manifestants vers l'escalier. Rentre. Non, laissez bien. Non, non. 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 Il y a des malades. Il y a des malades. Non, il y a des malades. Il y a des malades. Il y a des malades. C'est sérieux? Non. C'est la réanimation. C'est la réanimation. C'est la réanimation. C'est la réanimation. On peut pas. Non, on peut pas. On peut pas ici. Non, non, on peut pas. On peut pas. Non, là c'est la réa. Non. Vous retournez. Non, Kenny, faut pas. Non, non. Ici. On en est à peu près à 1 minute et un calme précaire est déjà revenu parmi les manifestants qui ne forcent plus la porte. Le personnel de l'hôpital continue de les rassurer pour qu'ils partent et on voit que certains ont déjà fait demi-tour et semblent attendre la fin de la charge des CRS en restant sur la passerelle. Sans doute qu'ils n'étaient pas pressés de rejoindre un de leurs collègues en train de se faire tabasser au sol par la police. Ils sont en train d'éclater un mec. Vu l'ambiance de violence, avec l'arrivée de la police sur la passerelle, la panique remonte. 2 ou 3 personnes, dont un retraité apeuré, vont à nouveau tenter d'entrer. Là, il y a les flics, il y a des gens qui essayent de rentrer sur la passerelle. On se calme là. Doucement. Oui, on a pas la sécurité, on a plus de 30. Là, ils sont en train d'évacuer les gens. Oh là là, mais les gens sont malades. Là, on est en train de descendre les gens, il y a les flics qui sont arrivés en masse. Calmez-vous, c'est la réanimation. Ils vont bien. Ils arrivent par là. Non, c'est pas. Non, ils vont être. Non, mais là, oui, mais là, on est avec vous et ils vont rien faire. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est la réanimation, il y a des gens qui sont en train de mourir. Non, justement, faites pas ça et ça va bien se passer, d'accord? Non, mais là, ils sont pacifistes avec vous, tout va bien se passer. C'est la réa. Allez, on ferme, Kenny. Allez, on rentre, on ferme tout là. Faut pas rentrer là. C'est bon là, c'est bon. Non mais après c'est la CRS. Les CRS sont oui, là, sans doute, ils les ont pris en tenaille. La seule issue c'était ici. Une autre vidéo, prise dans la manif cette fois-ci, confirme les propos des infirmiers. Notons qu'elle était disponible depuis le 1er mai, puisqu'elle a été tournée et diffusée en direct, mais comme aucun journaliste ne s'est donné la peine de vérifier l'information avant d'emboîter le pas à Castaner, elle est passée inaperçue. Mais bon, ce serait dommage de ne pas être les premiers sur le scoop, hein? Sur cette vidéo, on voit que les manifestants ont été poussés dans l'hôpital par le nuage de gaz lacrymogène, puis ils ont été pris en tenaille par une charge de CRS par derrière, et la police par devant. Le tout sans sommation. Tiens. Voilà, regarde les flics qui nous chassent. Oh là là, putain. Filme bien ça, ouais. Salpêtrière, on se fait évacuer. Salpêtrière, et voilà, les flics qui évacuent. Oh putain. Il y a une voltigeur de l'autre côté. Il y a une voltigeur. Attention. Putain. Voilà. On se fait encercler. On se fait charger devant, derrière. On se fait charger devant, derrière. On est à l'hôpital. C'est bon, on peut rentrer faire une bonne manif. Filme bien. Ouais. On s'en va. Viens là. Ivoirien avec la gazeuse. Ivoirien. On s'en va. Viens, marche. C'est des marches. On a donc des manifestants acculés dans l'hôpital par cette double charge de CRS et de policiers. Certains ont les yeux fermés, aveuglés par les gaz lacrymaux. Ils sortent dans le calme, avec les mains en l'air, et ils vont quand même se faire matraquer par les CRS. C'est des marches. Dépêche. Rapidement. Allez, faites 10 fois les gars là. Allez, cassez-vous. On s'en va là.
Viens là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous avez vu? Regarde comment sort ce qui nous attend. Il est clair que ces gens étaient de dangereux terroristes qui voulaient attaquer l'hôpital pour le vandaliser, et peut-être s'en prendre à un policier blessé, hospitalisé sur place. Heureusement que la police est intervenue rapidement, avec un professionnalisme exemplaire, pour rétablir l'ordre et au fond... Sauver le service de réanimation. Je suis dans le parti de l'ordre et vous ne m'en ferez pas dévier. Aujourd'hui, les Français en ont assez de ces échauffourées, ils en ont assez de ces provocations, ils en ont assez de ces intrusions dans des propriétés privées. L'hôpital, c'est un sanctuaire et il doit être considéré comme tel, il doit être respecté par les manifestants. Pardon, excusez-moi. Qui a foutu la merde? Qui a créé le désordre et la panique? Quand je pense que le soir du 1er mai, tout le monde félicitait Castaner sur les plateaux de télé, l'ordre a été maintenu, les Black Blocs ont été maîtrisés, c'est moins pire que ce qu'on attendait. Bravo Casta, il a réussi l'exercice. Ben voyons. Avant même le début de la manif, les CRS ont chargé les manifestants. Sous couvert de viser les Black Blocs, ils en ont profité pour gazer les syndicalistes qui ont plié boutique pour la plupart. On a ensuite vu s'enchaîner les violences policières toute la journée. Ici, un CRS frappe des retraités. Là, un autre balance un pavé dans la foule. Un troisième tente d'insérer sa matraque télescopique dans le cul d'un manifestant. Sans oublier le groupe de CRS qui charge les manifestants pacifiques. Et encore, la liste n'est pas exhaustive. De nombreux témoignages affirment qu'il y a eu un durcissement de la répression lors de cette manifestation. Les CRS sont clairement devenus les forces du désordre. Ce sont les directives données par le nouveau préfet de police, qualifié au passage de fou furieux par ses collègues. Ce sont ces directives qui ont créé la fameuse attaque de l'hôpital, et non la violence présumée des manifestants. Le nuage de gaz lacrymo les a poussés dans l'enceinte de l'hôpital. L'arrivée des CRS et de la police, qui ont chargé sans sommation, a créé un mouvement de panique, poussant les manifestants vers la passerelle parce qu'ils n'avaient plus d'issue, et comble de l'hypocrisie, ce sont finalement les CRS qui ont attaqué l'hôpital, en traquant des étudiants qu'ils ont pris pour des manifestants, jusque dans leur résidence universitaire. C'est pas moi. Il y a juste moi là. Il est parti où? Il est remonté, c'est pas vrai, il est remonté. Des gens ont attaqué un hôpital. Alors qu'il était devenu évident dans l'après-midi du 2 mai que Castaner avait menti sur l'attaque de l'hôpital, il a maintenu sa version des faits dans la soirée. C'est un incident très grave. Il est navrant de constater qu'au lieu de condamner clairement ces faits inadmissibles, certains préfèrent jouer sur les mots pour entretenir une polémique indigne. On me rappelle qui a lancé cette polémique déjà ? Ce n'est que le 3 mai que Castaner va revenir de lui-même sur ses propos pour faire un mea culpa courageux. Enfin, si j'en crois le commentaire lèche-cul du JT de France 2. Et cette affaire ces dernières heures est devenue très politique. Ce matin, Christophe Castaner, accusé par certains d'avoir instrumentalisé l'événement, est revenu sur ses propos. Il a regretté avoir parlé d'attaque. Le point sur cette polémique avec Thierry Curtet, Théo Soumand et Benoît Jourdan.
Christophe Castaner a esquissé un mea culpa ce matin lors de sa visite aux policiers de Toulon. Il est revenu de lui-même sur les mots « attaque de l'hôpital » par les manifestants qu'il avait employés il y a 2 jours. J'ai déclaré en effet que des gens avaient attaqué un hôpital. Je n'aurais pas dû l'employer. Intrusion violente, terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté et semble confirmé d'ailleurs par les vidéos qui sont apparues depuis. Non mais là ça va toujours pas, il n'y a pas eu d'intrusion violente. Il y a eu une intrusion calme, suivie d'une panique causée par les CRS et la police. Le personnel soignant n'a pas été agressé par les manifestants et aucun policier n'a été blessé dans l'affaire, comme il l'avait dit dans son tweet. Par contre, un manifestant s'est fait tabasser au sol et des étudiants ont été agressés par la police. Donc Castaner est un très mauvais joueur de poker, il ment alors qu'on a toutes les informations en main. On ne bluffe pas quand toutes les cartes sont révélées, c'est trop tard. Des mensonges crasseux qui n'empêchent pas les plus grandes lumières de la République en marche de continuer à soutenir Castaner. La question, c'est est-ce que le ministre de l'Intérieur menti en affirmant que des manifestants avaient attaqué l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? La question, c'est ça. À partir du moment où vous êtes devant une grille, que certaines personnes passent par-dessus la grille, d'autres vont même voir dans la poubelle ce qu'il peut avoir. Ils cassent la grille, ils rentrent dans la grille, ils courent dans une porte. Vous vous rendez compte quand même, le bruit et les personnes qui sont là, qui sont hospitalisées, et pas n'importe où, mais vous ne répondez pas juste à la question. Mais je réponds pas. Mais si, parce que non, parce que vous tournez autour depuis tout à l'heure. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. On l'a vu, on vient de voir, ça a été montré par TF1, par France 2, par toutes les chaînes. Oui, il y a eu une attaque. Oui, je suis désolé. Pour vous, il y a eu une attaque. À partir du moment où vous cassez une grille, que vous forcez une grille et que vous passez, il y a une attaque. Donc vous dites, comme le ministre de l'Intérieur, la Pitié-Salpêtrière a été attaquée. Ben oui, tout à fait. À partir du moment où vous avez une grille, que vous la cassez et que vous rentrez, vous le cassez. Ben oui. On a attaqué un hôpital, on a agressé des soignants. C'était faux. Ce qui est certain, c'est que moi j'ai vu des images et on a surtout entendu des équipes médicales terrorisées. Voilà, mais on s'est pas senti en danger plus que ça. C'est des gens dont le métier est de sauver des vies, de s'occuper de gens qui sont entre la vie et la mort dans des services de réanimation. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'ils passent une bonne partie de leur temps à tenir une porte contre des gens qui veulent s'introduire dans les lieux? Après, la justice définira, est-ce que c'est une attaque, une intrusion violente? Là, on est dans l'étymologie. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une directrice d'hôpital, Martin Hirsch, des équipes d'urgentistes, des gens dont le métier est de protéger des vies et qui, pendant un temps donné, au lieu de s'occuper de ce qui est leur mission, ont dû tenir des portes, s'occuper des serrures, vérifier qu'il n'y avait pas des personnes qui n'avaient rien à faire qui étaient là. Ça, c'est grave. Que dans notre pays, on puisse se dire que quand vous avez une aide-soignante, une infirmière, derrière une porte, vous vous dites que vous allez quand même rentrer, eh ben, c'est pas dans l'ordre des choses. Ouais, bien dit. C'est scandaleux que la violence de la police oblige des manifestants à fuir dans un hôpital et à déranger le personnel. Et ce serait scandaleux que la ministre de la Santé débarque avec 40 journalistes dans le service de Réa et dérange le personnel pour une opération de com. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a donc visité le service Réa de la Pitié-Salpêtrière. Elle a rencontré tout le service sur cette fameuse passerelle, puis il s'approche de l'endroit où il y a les patients et une dame de l'hôpital prévient. Je vous demanderais une chose, c'est que là, on est dans un service de réanimation, donc il y a des patients, donc il faut essayer de faire le plus de silence possible. Voilà. La ministre rajoute... Je pense qu'on ne rentre pas dans le service de réa, ne serait-ce que pour l'hygiène. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de ménage d'air. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Voilà, on est tous d'accord. Et hop, elle rentre car elle est plus hygiénique que la presse. Elle est beaucoup moins sale. Il y a moins de risque de choper une merde avec les ministres car ils sont plus propres. C'est comme ça. Bon, bah du coup, personne ne rentre. Allez hop, tout le monde rentre. Et de 1, et de 2, et de un photographe qu'on va voir au fond. Voilà, plaf. Après, il y a Joël et Lionel qui ont vu de la lumière et qui sont rentrés. Après, il y a Chantal, Hervé, Francis, Corinne qui ont voulu vérifier que personne ne rentrait. Regardez l'état du service Réa avec une trentaine de personnes à l'intérieur. Et regardez cette image où à gauche, il y a un patient dans le lit. On le voit ici, à travers la paroi. Il n'y a pas de porte, simplement un paravent. Et écoutez le son. On est dans un service de réanimation, donc il y a des patients, donc il faut essayer de faire le plus de silence possible. Il y a les infirmières et les infirmiers qui travaillent au milieu du groupe d'officiels drainés par la ministre.
Et nous terminerons avec cette image symbolique, à gauche donc un malade, et au fond, regardez, à droite une séance photo pour une ministre qui communique, on voit les flashs. Pardon, excusez-moi, ça n'a rien à voir, Il y a quand même un vrai problème dans le traitement médiatique des manifestations, notamment par les médias audiovisuels. Alors c'est pas nouveau, mais là on commence quand même à en avoir plein le cul, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous ne vous intéressez qu'aux chiffres. Chiffres de participation, nombre de blessés, nombre d'interpellés, nombre de policiers mobilisés, les chiffres et la violence, c'est tout. Depuis le 17 novembre, je crois qu'aucun éditorialiste ne s'est donné la peine d'aller sur un rond-point pour discuter longuement avec les gilets jaunes, en face à face, loin du merdier. Ça aurait été intéressant, presque un rendez-vous en terre inconnue. Ah mais c'est vrai qu'on va se faire chier, faut qu'il y ait du spectacle. Alors le gilet jaune, on va le mettre sur un plateau de télé avec des opposants pour qu'il y ait du clash, faut qu'il s'engueule. Tant pis si on comprend rien. Et la vie de Madame Michu sur son rond-point ne sera jamais aussi attrayante que la vue aérienne d'une charge de CRS au milieu des lacrymos et des barricades de fortune. Vous prétendez condamner la violence, mais vous adorez ça. Vous en avez besoin pour faire de l'audience et vendre de la lessive. Vous êtes des pervers qui vous réjouissez de pouvoir pleurer sur des drames. Je pense en particulier aux présentateurs et aux éditorialistes sur les plateaux de télé, qui sont les pires ordures d'une profession malheureusement bien malade. On ne rappellera jamais assez la réaction de David Pujadas, qui trouvait génial les images de l'attentat du 11 septembre. 14h56, une première dépêche AFP vient de tomber. David, lui, n'est pas encore au courant. C'est en regardant les images à la télévision qu'il apprend qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. On pense alors à un simple accident, incroyable. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. C'est des bureaux, le World Trade Center. Là, c'est mieux que Concorde, quand même, on est battu là. Alors, un hôpital attaqué? Génial, a dû se dire Bruce Toussaint. Et comme l'annonce a été faite après 20h, personne n'en a parlé. Même pas au JT. On va être les premiers, c'est super. On fonce. Un hôpital attaqué, il faut en parler, c'est vrai. Mais pas n'importe comment. Là, sans même savoir ce qui s'est passé, sans avoir de confirmation indépendante, sans même avoir vu la moindre vidéo, il va se mettre à raconter n'importe quoi, et il décide de faire de ce sujet le titre de lancement ultra racoleur de son émission, qu'il répétera après chaque coupure pub. Donc l'objectif, c'est pas de faire du journalisme et d'informer les gens. L'objectif, c'est d'exploiter ce sujet au maximum pour faire de l'audience. C'est l'info de la soirée en marge des manifestations du 1er mai. Une attaque particulièrement violente a eu lieu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est incroyable le déchaînement de violence tout à l'heure dans un lieu qui devrait être épargné par ce genre de scène, un hôpital. Tout le talent consiste ensuite à broder des informations vraisemblables sur la base du tweet de Casta pour masquer l'ignorance totale du sujet. Et ça vaut aussi pour Martin Hirsch et Agnès Buzyn qui font semblant d'être au courant de l'affaire dans les interviews. Ce qui contribue d'ailleurs à tromper les médias. Mais comme eux-mêmes ont confiance dans les médias et sont influencés par eux, bah ça tourne en rond et c'est le serpent qui se mord la queue. Mais bon, tant pis, c'est pas grave si on raconte n'importe quoi. Il y a des centaines d'heures d'émissions qui sont produites chaque jour. Personne va aller vérifier ce qu'on dit au mot près. Et demain, l'actualité du jour chassera celle de la veille, tout le monde aura oublié, hein. Dans le fond, la télé, c'est un enchaînement de petits riens, éphémères, ça ne compte pas. Qu'est-ce que vous retenez de ces 3 ans à la télé? Rien. La télévision est quelque chose dont on ne retient rien. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a amusé de le faire. À peine l'émission est-elle terminée, à peine le buzz est-il tari, qu'un nouveau buzz va commencer, qu'une autre émission va commencer. Et donc chaque émission est remplacée par la suivante, donc il ne reste strictement rien. Et c'est peut-être ce plaisir éphémère du rien qui reste, du rien qui s'inscrit, qui m'a séduit et que je revendique. Ça fait du bien de faire des choses qui disparaissent aussitôt qu'elles ont eu lieu. C'est marrant de voir que Bruce Toussaint agit exactement comme Ron Burgundy dans la scène de la course-poursuite. C'est la scène de fin, je vais pas vous spoiler le film, je vous conseille d'aller le regarder. Quoi qu'il en soit, cette tâche va mettre un peu plus de temps à disparaître. En guise de mea culpa, BFM a publié un édito où Thierry Arnaud et Bruno Jeudi s'interrogent sur un potentiel emballement politique. Ils reconnaissent qu'ils ont parlé trop tôt, mais rejettent la faute sur la directrice de l'hôpital, sur Martin Hirsch et sur Castaner, qui n'auraient pas dû employer le mot « attaque ». Comme si ce n'était qu'un problème de sémantique. Plusieurs sources en peu de temps ont convergé. La vidéo démontre aujourd'hui plutôt le contraire. Oui, plutôt oui. Il n'y aurait pas eu une attaque, joli conditionnel, mais une intrusion violente.
Sans doute a-t-on été face à un emballement politique suscité par un homme politique et un fonctionnaire. Sans doute a-t-on été face à un emballement médiatique suscité par des pseudo-journalistes suçant le gouvernement qui, sous couvert d'un mea culpa, continuent de nous fourguer les éléments de langage et les fake news à Castaner, puisqu'il n'y a eu ni attaque, ni intrusion violente. À part celle des CRS bien sûr, mais je crois pas que ce soit celle-ci dont il parle, n'est-ce pas? C'est fou comme certaines informations mettent plus de temps que d'autres à atteindre les salles de rédaction. Il a fallu une semaine pour que les médias fassent des articles à propos de cette vidéo. Et encore, c'est sans doute parce que l'IGPN a déclenché une enquête et ils se sont contentés de reprendre mollement un article de Mediapart. Cette vidéo n'a pas tourné en boucle à la télé et aucun présentateur, chroniqueur ou éditorialiste ne s'est demandé si les CRS avaient encore un peu de respect pour ce sanctuaire qu'est l'hôpital ou s'ils n'étaient pas alcoolisés. Entre autres médias, France Info s'est aussi pris les pieds dans le tapis. Pour illustrer un article sur l'attaque de l'hôpital, publié à 22h37 le 1er mai, ils ont utilisé une image prise devant le commissariat du 13e arrondissement, avec pour légende des manifestants le 1er mai 2019 à Paris, boulevard de l'hôpital. On n'a pas les images? Pas grave, on les fabrique. Si j'ai précisé l'horaire, c'est parce que quelques heures plus tôt, avant tout ce merdier, dans les JT radio diffusés entre 18h et 20h sur France Info et sur France Culture, les journalistes présents dans les manifs ont été témoins de la scène de l'hôpital et ont parlé de manifestants fuyant les policiers et non d'une attaque. Eh ben, il y a une vingtaine de minutes, le boulevard de l'hôpital était un peu plus calme, largement quadrillé, coupé en morceaux par les CRS pour mieux le contrôler. Mais depuis quelques minutes, on entend de nouvelles détonations et des sirènes, signe que tout n'est pas terminé. Alors pourquoi c'est ici que tout a dégénéré? Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir quelques minutes avant l'arrivée du cortège au boulevard de l'hôpital, à 200 mètres à peine de la place d'Italie. Les CRS avaient en fait bien contrôlé la foule jusqu'ici. Ils n'avaient peut-être pas anticipé qu'il y aurait déjà autant de monde près du point de rendez-vous final. Des manifestants qui n'ont pas suivi le cortège, mais aussi certains black blocs venus de certaines rues perpendiculaires. C'est vers 16h15 que les choses ont pris une toute autre tournure. Les forces de l'ordre ont envoyé énormément de gaz lacrymogène qui ont forcé les manifestants à redescendre. Ils se sont alors retrouvés pris en étau. Les détonations se sont multipliées. Les canons à eau ont été dépêchés, directement activés, entraînant la chute de plusieurs dizaines de personnes. Je me suis alors réfugié dans un recoin du boulevard de l'hôpital, devant la faculté de médecine de la Salpêtrière. On a alors vu des policiers de la BAC intervenir, courir dans tous les sens et frapper, semble-t-il au hasard, plusieurs personnes. Un homme juste devant moi s'est retrouvé à terre et roué de coups de matraque en tentant de fuir. Une réplique d'une puissance surdimensionnée par rapport à la véhémence de certains manifestants qui les ont certes copieusement insultés. On a vu aussi quelques bouteilles jetées sur les boucliers. Une manifestante présente, elle, depuis le 17 novembre, me disait qu'elle n'avait jamais vu une telle riposte policière de la part des forces de l'ordre. J'aimerais bien savoir pourquoi France Info a désavoué la parole de ses journalistes pour préférer celle de la directrice de l'hôpital. À quoi ça sert d'envoyer des gens sur place si au final on considère que la parole officielle fait loi? N'aurait-on pas publié un article qui suit la tendance juste pour le clic? Il y a aujourd'hui une rupture entre les gens qui regardent la télé et ceux qui se renseignent via internet ou les réseaux sociaux. On ne voit pas la même chose et pas de la même façon. Et ça va finir par créer des petits problèmes. Parce que ceux qui regardent la télé finissent inévitablement par voir les manifestants comme des hordes de dégénérés réclamant des avantages indus et cassant tout sur leur passage au lieu d'aller travailler parce que ce sont des feignants pauvres, jaloux et frustrés de la réussite des autres, et n'ayons pas peur de le dire, alcoolisés. Et puis, il y a la partie de la population qui se renseigne via internet et qui voit les événements à travers des informations brutes, sans filtre, selon un autre rythme. Ceux-là sont beaucoup plus proches de la réalité, parce qu'ils vont se construire leur propre vision des choses, et non plus se laisser imposer la vision d'une petite caste parisienne qui s'exprime dans les médias, ou celle dictée par le gouvernement. Ils voient les gilets jaunes à travers des travailleurs pauvres, des retraités qui ont cotisé et n'arrivent pas à boucler les fins de mois, ou des chômeurs qui ne trouvent pas de travail. On les voit manifester pacifiquement pour dénoncer un système qui les exclut, et ils se font charger par la police qui a clairement ordre de les tabasser pour les dissuader de revenir, et on voit les médias mettre ces violences sur le dos des manifestants et les insulter à longueur de journée. Extrémistes, feignants, ultra-jaunes, complotistes, casseurs, imbéciles, racistes, antisémites, attaqueurs d'hôpital. Les Yves Calvi, Bruce Toussaint, Christophe Barbier et autres Jean-Michel Apathy, relevez le nez de vos tableaux d'audience les gars.
vous fabriquez des tueurs. Je crois que vous vous rendez pas compte de la violence symbolique de vos propos et de la haine plutôt légitime qu'ils suscitent à votre égard. Continuez comme ça, et tôt ou tard, vous croiserez par hasard dans la rue un mec un peu plus chaud que les autres qui vous pètera la gueule, voire pire, à cause des propos que vous aurez tenus à l'antenne. Et là, il sera trop tard pour vous demander ce que vous avez bien pu faire ou dire pour mériter tant de haine. On n'est pas toujours les bienvenus BFM TV. Et que moi, je me pose la question, je suis un journaliste de BFM TV, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas dire ? Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. Et ça, c'est important de le dire aussi. Non, mais c'est important de le dire aux Gilets jaunes. On a des jeunes journalistes. S'il n'y avait pas eu ces médias alternatifs sur lesquels les Gilets jaunes se reposent aujourd'hui, c'est-à-dire refusant la prépondérance, l'hégémonie des médias officiels, des télévisions et de la presse écrite, enfin de tous ces médias-là. Les télévisions qui passent les médias alternatifs. Oui, mais s'il n'y avait pas eu ces médias alternatifs au départ, il n'y aurait pas eu ces affaires-là. Et il y a quelques années encore, la presse, a priori, aurait cautionné la version officielle du gouvernement. Ça se passait généralement comme cela. C'était d'ailleurs détestable. Et donc, cette démonstration qui est portée par la force des évidences, par la puissance des images qui sont fournies par des individus qui ne sont pas de la profession, qui ne sont pas des journalistes, ceci, vient ébranler aussi notre profession de journaliste et par extension vient ébranler aussi le pouvoir plus généralement parce qu'aujourd'hui les journalistes sont associés et plutôt à raison avec tout l'ensemble de ce pouvoir aujourd'hui qui ne représente plus, qui ne sait plus porter la parole de ceux qui sont en bas, trop en bas. Et donc, même si toutes les émissions qu'on fait depuis ce matin, qui accusent... Bien sûr, mais vous ne pouvez pas faire autrement aujourd'hui que de suivre ces médias alternatifs. Et donc, vous êtes aussi débordés, comme sont débordés les syndicats, comme sont débordés les partis, c'est vraiment cette source vive qui vient de ce peuple-là, qui était assez bien illustrée ici, parce que, en effet, cela donne prétexte maintenant, cela interdit à un pouvoir, en tout cas, de fabriquer des informations qui, on le sait, sont immédiatement démenties si elles doivent être démenties. Par les images qui sont partout. Bien évidemment, je n'appelle pas à la violence contre ces personnes, d'ailleurs je ne la leur souhaite même pas, et pour tout vous dire, à titre individuel, il m'indiffère maintenant. Mais bon, tout le monde ne pense pas comme moi, et je constate qu'il y a une rupture qui se creuse rapidement entre des millions de personnes excédées des conneries qu'ils entendent à la télé, et des journalistes qui courent inconséquemment de scoop en scoop, équipés d'une incompétence exceptionnelle et d'une grille de lecture des événements qui les rendrait parfaitement employables à l'ORTF, voire même à la Pravda. Alors malheureusement, attendez-vous à ce que ce genre d'événements se répète à l'avenir, car malgré leur faux air de vouloir se remettre en question, je ne les crois ni libres, ni capables de travailler correctement. Oui, mais Lucien, est-ce que savoir rien foutre, ça suffit comme but dans la vie? Pas toujours, ouais. Hein. Est-ce que ça suffit à nous excuser? Est-ce qu'on excuse un poteau de remplir un trou? Il se peut qu'au fond du trou, il y ait un terrier de lapin que le poteau les écrase, mais c'est la faute du poteau s'il s'ajuste à un trou qui était fait pour lui. Oui, mais ce n'est pas comparable. Un poteau est un objet inanimé. Et alors? Est-ce que nous ne sommes pas tous plus ou moins inanimés, Georges? Terminons cette vidéo sur une note positive. Cet événement nous aura au moins permis de voir les massacreurs en chef du service public lui lancer des déclarations énamourées, la larme à l'œil. Rendons hommage, mes amis, au courage et au dévouement du personnel soignant des hôpitaux de France face à cette attaque terrible contre le service public. Je parle évidemment des milliards d'euros de réduction budgétaire et des milliers de postes supprimés dans les années passées et les années qui viennent. On se demande ce qui passe par la tête de ces gens pour s'en prendre à un hôpital. Il faut vraiment être une belle ordure. Une réaction à ce qu'on vient de voir à l'instant, cet hôpital, la Pitié-Salpêtrière, attaqué par des casseurs en plein après-midi. S'en prendre à un hôpital est inqualifiable, c'est ce qu'a dit ce matin Agnès Buzyn. C'est absolument ignoble. C'est invraisemblable. Si on commence à s'attaquer à l'hôpital, mais jusqu'où allons-nous aller? Je pense que tout est... Il n'y a plus rien de sens, on marche sur la tête en fait. Il y en a quelques-uns pour qui le sanctuaire de l'hôpital, ça n'existe plus. Je rappelle que la grande caractéristique, on l'a oublié peut-être ces derniers jours, du système français démocratique et du système de santé, c'est qu'on soigne dans les mêmes endroits les forces de l'ordre comme les manifestants, qu'on se donne autant de mal pour les uns et pour les autres,
qu'il n'y a aucune discrimination dans les prises en charge des patients. C'est ça la beauté du service public. Et je pense qu'il faut vraiment avoir le cerveau ras de terre pour ne pas comprendre que c'est la première chose à défendre, quelles que soient ses opinions.